Bonjour, bienvenue dans l'émission Bien vivre simplement. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que la rentrée s'est bien passée. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, en tout cas pour ce nouveau numéro de cette rentrée 2022, nous recevons un homme. Je dis ça, mais on soit principalement des femmes, bizarrement. Alors, comment le décrire? Alors aujourd'hui, il est mystérieux, peut-être plus que les autres jours. Il me paraît presque un peu tendu, j'ai presque peur, mais en tout cas très heureuse de recevoir aujourd'hui Nicolas, alias Nelzi. Zila, Voilà, Negmadnik aussi pour certains. Bon, ça va? Ça va? Bien? Oui. Bon, j'adore ta chemise, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a faite, en tout cas elle est très très belle. Oui, c'est la boutique de ma compagne. Tu peux citer, il n'y a pas de souci. Hein. Kémé. Bon, super. Ouais, voilà. Ça va, Nelzi? Ça vient du Bénin et c'est la Case du Tailleur qui fabrique ces vêtements. Bon, tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas? Alors, tu vois, tu as dit mystérieux. Bon, alors, je suis là, comme je te dis, avec toutes mes casquettes, puisque tu m'as gentiment invité. Donc, je te dis déjà merci. Je suis alors artiste, MC. J'ai été membre du groupe Neki Pas Ka Fait la Fête. Aujourd'hui, je fais partie d'un collectif toujours dans la musique qui s'appelle le collectif Hip Hop Bokai. Je suis aussi animateur radio sur Radio Apal, président aussi d'associations. Voilà quoi, qui aime mes damiers, qui aime mes pays. Je sens beaucoup d'émotions. Alors, il ne faut pas que je pleure, mais je sens beaucoup d'émotions. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va partager ce petit moment. Tu as grandi où, Nelzi? Alors, principalement, au début, j'ai fait 15 années à Cité-Dillon. D'accord. Donc, c'est vraiment une cité où quasiment toute ma famille habitait, aussi bien du bord de ma mère que de mon père. Donc, j'ai fait à peu près 15 années à Dillon. On va s'arrêter là, on va entrer dans le détail à Dillon. Donc, tu as été à l'école où, à Dillon? J'étais pas en classe à Dillon, puisque mes parents travaillaient sur la ville et j'ai été en classe à Carénage. Cassé-Sainte-Claire. C'est où ça? Alors, là, c'est là où il y a le poste de police, là, maintenant. C'était l'école primaire en face. Ah oui, donc sur le boulevard Général de Gaulle. Voilà. D'accord, ok. Et j'étais aussi à la maternelle, donc dans une école, j'ai oublié le nom, hein, c'était pas loin, un peu avant l'Olympia où se trouvait l'Olympia. D'accord, il y avait une petite école là, qui est toujours là, non? Non, ça c'est plus là, d'accord. Voilà, c'est une toute petite école. Et donc et par contre, tous les matins, tu partais, tu allais sortir de Dillon, voilà. Tu allais à Fort-de-France. Les parents me déposaient, bon, à partir d'un certain âge, c'était ma mère, puisque mes parents sont divorcés. Donc, ouais, c'était cool, quoi, ces années-là, les années maternelles, collège. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Petit, moi, c'est la mer, la campagne. Et d'ailleurs, mes vacances, je les passais souvent chez une tante à ma mère, à Josso. Donc, moi, j'aimais un peu la campagne, avec Marie Cabrit, bas pour le manger, prendre la balette, tirer derrière les merles. Voilà, c'est la nature. Petit, j'ai été très sensible à cet élément-là. Pourquoi? Parce que mon père, peut-être que ça peut paraître contradictoire pour certains, mais mon père, c'est un chasseur. Donc, quand je partais avec lui en week-end, souvent on allait à la chasse. Et malgré ça, en fait, j'apprenais à connaître le cri des oiseaux, les reconnaître en vol. Donc, en quelque part, j'ai toujours apprécié la nature, toujours observé les oiseaux, les animaux, les chiens, parce qu'il y avait un chien de chasse. Donc, très tôt, j'ai aimé cet animal. Et petit, j'en avais un, mais finalement, je ne pouvais pas m'en occuper, quoi. Je ne m'en occupais pas trop. Donc voilà. Et donc tu es resté jusqu'à 15 ans, jusqu'à tes 15 ans. Après tes 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À 15 ans, on a déménagé, on était dans l'univers, dans un autre univers. Lequel? Parce que c'est Lamina. D'accord. La cité Lamina.
parce que c'est vraiment deux. C'est toujours. Ça peut paraître encore en contradiction, parce qu'on était en plein dans la ville à Dillon, mais il y avait toujours, à l'époque, il n'y avait pas encore de stade, donc il y avait toujours des endroits où on pouvait s'évader, ouais, voilà, aller même près de la mer au fond, Dillon. La Ménard aussi, c'est un endroit où l'hôpital n'avait pas encore cette forme-là. Donc il y avait toujours ce côté. De la cité qui est la cité La Ménard. Avant d'aller sur la droite. Voilà. Sur la gauche. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc là, à côté, il y avait aussi la nature, et souvent aussi on allait, en tout cas, aller en bas bois. Et La Ménard a une autre importance pour moi, puisque c'est là que j'ai commencé véritablement la musique, où je suis entré en contact avec des rappeurs, des MC. Comment ça s'est passé, cette connexion? Il y avait des alors je vais dire des mots que je ne connais pas, mais il y avait quoi? Il y avait des séances, il y avait des choses, il y avait des concours. Comment ça se passait? D'abord, j'étais un auditeur de certaines émissions, comme le Sunshine Mix qui passait sur RV7 à l'époque. Et j'étais fanatique d'un groupe qui s'appelle Nec qui a fait la fête. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact, quoi. Surtout, à l'époque, on écoutait beaucoup les MC du pays, quoi. J'étais pas forcément attiré par ce qui se passait à l'étranger, mais j'ai été attiré vraiment par ceux d'ici, quoi. Les gens comme MC Janik. Mon premier nom d'artiste, c'est Negmadnik. Ça rime un peu avec MC Janik, parce que c'est des gens qui m'ont influencé. Le groupe Nec qui a fait la fête, je l'ai rejoint après certains de mes voisins avec qui j'ai commencé la musique, donc de Dus, qui nous a quittés cette année justement, au mois de mars, et Marco Polo, avec qui on a fait le titre Discipline. Ouais. Donc c'est avec eux que j'ai commencé la musique, le rap, et c'est surtout aussi grâce à la mère de Dus que j'ai pu avoir une espèce de culture musicale, parce qu'elle vient de Trinidad. Donc les Luther Vandross, on écoutait beaucoup de musique américaine, donc ça a quand même ouvert mon esprit, quoi, sur d'autres styles de musique. Et alors moi, pendant une période de vacances, je retourne, et mes deux acolytes, ils ont intégré le groupe Nec qui a fait la fête. Pendant les vacances. Et quand tu retournes, donc tu intègres. Je rentre et puis ils me disent, ouais, nous, dans ce groupe-là. Donc ça m'a fait un petit quelque chose quand même. Mais t'imagines, toi qui écoutes à la radio et que finalement tu te retrouves dans le groupe. Et puis après, je veux dire que j'ai passé l'épreuve du feu, entre guillemets, et en écrivant un texte avec Neg Lyrical, qui est un des membres fondateurs. Et à l'époque, c'était un texte sur l'Europe. Et c'est comme ça que j'ai eu le sésame, entre guillemets, pour intégrer la porte d'entrée, la clé de la porte d'entrée. Ouais, voilà. Ça a duré combien de temps, ton aventure avec l'équipe qui a fait la fête? Je ne veux pas dire que ça a dû. Pour moi, ça dure toujours, parce que c'est vraiment une histoire. Même si le groupe ne fonctionne pas en tant que tel, mais on est toujours en contact. Hein, et le collectif dont je fais partie aujourd'hui, Hip Hop Bokai, il y a toujours Boogie Fla, il y a 16. Il y a des membres du groupe Nec qui a fait la fête. Qu'est-ce que ça t'apporte? La musique? Oui. La musique, je dirais, au-delà de la musique, c'est surtout l'écriture. Parce que c'est la parole, les mots. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux mots et à leur valeur dans la manière d'écrire mes textes, dans la manière de rimer. Et d'abord, ça me permet d'exprimer des choses que j'ai en moi, et puis des fois aussi c'est un peu le côté thérapeutique aussi. T'es guéri en écrivant? Oui, parce que les mots permettent de guérir certains mots, donc ça m'aide beaucoup, quoi. Ce matin, j'écoutais par hasard une émission qui disait que c'était comment il s'appelle, Corneille, qui disait en fait que finalement le fait d'écrire guérissait ses peurs. Ah, mais ça guérit tout, hein. Ça guérit plein de choses. Hein. Ça permet de communiquer avec les autres, d'entrer en communication, de dire aussi, de parler ou d'exprimer des choses que peut-être les autres n'arrivent pas à exprimer. Donc, c'est pour ça que tu as emprunté une formation, on va dire, de communicant. Peut-être que j'ai fait un gros saut là. Ah oui, là tu as fait un gros saut. On retourne alors, on est à la Ménard.
C'est-à-dire que la communication, c'est venu peut-être plus tard, parce que j'ai fait une formation en communication. Donc, j'ai fait un BTS. Bon, j'étais toujours à la MENA, hein, donc j'ai fait un BTS à la MEP, BTS communication, action publicitaire. Qu'est-ce que tu voulais faire? En fait, je crois que j'étais un peu perdu, parce que l'école, ça n'a jamais été vraiment mon truc. J'ai fait... Parce que avant ça, j'étais au LEP de Petit Manoir, une formation foyer climatisation. Foyer climatisation? On m'a dirigé vers ça parce alors que moi, je voulais faire force de vente, ou c'était la vente, ça m'intéressait plus dans mon orientation. Mais moi, je me suis retrouvé en foyer climatisation. J'ai fait 2 années, donc j'ai pas eu mon BEP. C'est pas surprenant. Et finalement, bon, ma mère m'a dirigé vers la MEP. Et c'est là que j'ai commencé. Ça a été les années lycée, c'était super. Pourquoi? Parce qu'à la MEP, il y avait une certaine proximité, entre guillemets, avec les profs, où la méthode, la pédagogie, les gens qu'on rencontrait, quoi. C'est des gens, comme c'est vraiment une école qui est partie sur une base militante. Donc les gens, les profs, une grande majorité des profs, c'était soit des militants politiques et qui avaient quand même un passé, qui avaient un bagage et qui nous transmettaient ce passage-là. Et il y a des profs tels que M. Jacques Sylvestre qui nous a quittés. C'est quelqu'un qui m'a marqué, mais c'est, comme je te dis, des fois c'est des petites phrases, c'est des petits mots. Une fois il nous a simplement dit, ouais, si on est bien pour voler un livre. Mais oui, ça manque. Et donc, comme je te dis, c'est des petites phrases. Parce que, en tant qu'enfant, quand on n'a pas forcément son père, c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un, quoi, des repères, justement. C'est un peu bizarre de le dire, mais on cherche des repères. Donc, des fois, les gens qu'on rencontre dans sa vie, on écoute, on capte une parole. Et cette parole-là, ça m'a suivi, quoi. Et après, ça m'a fait sourire d'entendre Wyclef quand il a dit Souvenir, il vole en radio, tu vois, c'est-à-dire que si on pas gain radio, il vole. Donc c'est toujours dans l'idée de se nourrir, quoi, de se nourrir de musique ou de lecture. Donc j'ai eu aussi M. Gabriel Luce, qui est aussi un militant politique. C'est des gens vraiment qui m'ont influencé, qui m'ont donné des lignes. C'est ce qui t'ont donné aussi Non, ah, tu as déjà répondu? Ouais. J'ai même pas encore posé la question, il me dit non. Non, c'est un vieux réflexe. D'accord. De dire non? Ouais. Ok, excuse-moi. Donc BTS à la MEP. Est-ce qu'à la base déjà dans ces périodes finalement, parce que en t'expliquant, en t'écoutant, en fait, on voit déjà un petit peu comment t'expliquer, ton orientation quelque part à travers justement ton enseignement, que ça soit l'écriture de texte, communication, type de militantisme aussi. Oui. Oui, mais ça c'est venu aussi par la musique, hein, parce que le hip-hop à la base c'est une musique c'est une culture qui vient du ghetto, c'est monde malheureux, quoi. Et au départ, il y a un message. Donc, quand on rentre dans cette culture-là, la base, c'est d'avoir quand même un message, quoi. On vient pas, on prend pas un micro et puis on n'a rien à dire, donc il faut avoir des choses à dire. Et dans mes influences, dans les vinyles qu'il y avait à la maison, tu avais du Eugène Mouna. Moi, mes premières cassettes TDK, c'était du Bob Marley. Et quand je parle de Bob Marley, je suis obligé de faire référence à mon prof d'anglais, Madame Éringer à l'époque, celle qui m'a fait aimer l'anglais. Et du coup, les textes de Bob Marley, je traduisais. Et toujours dans le même ordre d'idée, c'est toujours des mots-clés. Une fois que j'ai entendu Bob Marley dire « Know your roots, know your culture », connais tes racines, connais ta culture, tout de suite, ça ouvre des portes, quoi, ça ouvre des clés. Et donc, du coup, moi, je me mets à lire des Cheikh Anta Diop, à chercher, à fouiller sur mon histoire, à m'intéresser à mon histoire. Et donc, c'est vrai que quand on parle, pour moi, quand on prend la parole, il faut savoir ce qu'on dit. C'est peut-être pour ça que
tu m'as trouvé peut-être intimidé parce que une fois qu'on a le micro, il faut savoir, faut pas dire n'importe quoi. Faut pas dire n'importe quoi. On a tellement de choses à dire. Je suis en train de réaliser. Parce que plus je t'écoute, plus je me dis oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il faut qu'on apporte ça. Je me dis qu'on n'aura pas le temps. Non. On n'aura pas le temps, mon Dieu, on n'aura pas le temps. Donc on va essayer, je sais pas, on va faire avancer rapide parce qu'on a trop de choses à dire. Donc BTS, tu arrives, tu as ton BTS, tu commences à travailler tout de suite. Non. Alors, BTS, tu vois, en fait, tu me fais penser à plein de gens qui ont traversé ma vie. Et mais je pense à Régine Perromal. C'est une fille avec qui j'étais en BTS. Parce que ces amis de BTS, là, jusqu'à maintenant, on a monté un groupe WhatsApp. On est ensemble, on se voit assez souvent. Bon, il y a eu la période Covid, donc on ne se voit pas. Mais les années de BTS, il y a un lien avec la musique parce qu'en 93, pour ma dernière année, on sortait le titre Discipline. On enregistrait le titre Discipline. À ce moment-là, en fait, j'ai voulu abandonner tout. Et c'est Régine Perromal qui m'a plus ou moins encouragé. J'allais chez elle travailler. Et elle m'a dit, mais non, ne laisse pas tomber, va jusqu'au bout. Donc j'ai passé mon Tu l'as abandonné ton BTS, quoi. Ouais. D'accord. Et j'étais jusqu'au bout, mais bon, je ne l'ai pas eu parce que mon esprit à ce moment-là, une fois qu'on est entré en studio, on a eu une discipline dans ma tête. Je me suis dit, ouais, je veux faire de la musique, vraiment de mon métier. Voilà. Donc après, tu fais quoi? Donc après, donc j'ai pas eu mon BTS, je cherche des petits boulots, j'ai travaillé beaucoup en intérim, hein. J'ai fait plein de choses. Comme quoi? Manutentionnaire. Donc j'ai aussi travaillé un moment à la librairie antillaise où on gérait plutôt plus en partie gestion de stock, tout ça. J'ai fait animateur socioculturel, donc tu vois, toujours autour de ça. J'ai eu des périodes aussi où la musique, quand même, j'ai pu en vivre, plus ou moins. C'est vrai, tu as pu faire des concerts avec Sion à Martinique. Mais cette période-là, c'est plus la période où on a fait Belle et Boom Bap. Donc on arrive en 2000, quoi. Donc Belle et Boom Bap, c'est vraiment l'expérience qui m'a permis de voir où la musique pouvait nous emmener. Et c'est grâce à Kali, quoi. Je ne vais pas oublier ce voyage-là. Ça va rester gravé dans ma tête. Alors, on a été dans les Pyrénées du Sud. Donc, les gens parlent plus espagnol. Et on a joué dans une scène. Donc, sur une scène, sur un lac. D'accord. 10 heures. Je répète ça souvent. 10 heures du soir. Le soleil brille toujours. Et les gens sont en face de nous. Il y a 4000 personnes devant nous. On est là avec Max Rancé, Thiraoul Grivalier, Marcé. Tu vois, un truc inimaginable. D'ailleurs, c'est la dernière fois où j'ai vu Edith Lefel physiquement. D'accord. À l'époque, son compagnon, c'était un journaliste anglais. Et elle était dans les coulisses, tout ça. Et cette scène-là, c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on est arrivé avec la langue de chez nous. Et bon, les gens, à la fin, ils voulaient presque nous empêcher de partir. Après 4 heures de concert, ils voulaient qu'on continue à chanter. Il y en a qui voulaient nous ramener en boîte. Belle expérience. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux te dire? On est en 2000. Je pense qu'on va passer aux photos quand même, parce que comme il y a tellement de choses à dire, il y a plusieurs sujets que je vais aborder avec toi avant. Donc première photo, il a fait un très très beau travail, il nous a envoyé 12 petites photos. Ah là 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 là. Ah, ça fait quelque chose ça. Oui. Ça fait quelque chose ça. Alors cette photo-là, en fait, on est devant Tropical Juice à l'époque. Oh là là. Donc c'est un endroit que je qualifie de Sénat, comme on dit dans notre langage. C'était un Sénat, c'était un côté Monte-Carlo, joindre Jeannot. Donc Jean Porlis, c'est des gens, comme je te dis, c'est la rencontre. Guada. Ouais, un frère de Guadeloupe, et je passais beaucoup de temps là. Soit à parler de spiritualité, à rigoler, et
beaucoup de gens passaient, disaient, ouais, mais c'est sauvage, ouais, comme ça. Non. C'est-à-dire que moi, je voyais jamais, je ne voyais pas ça chez lui, donc... Mais il est, je disais, c'est un gentil, parce que je connais aussi. Oui. Que c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu as un petit coup de mou, ou bien quand ça n'allait pas, ou Voilà. tu sais, et tu restais là à le regarder, parce qu'il lui parlait beaucoup aussi, il prenait beaucoup de temps aussi, mais en fait, tu sais, tu oubliais même pourquoi, quels étaient tes soucis et tout, parce que il arrivait à te distraire. En discutant avec toi, en parlant avec toi, et ses jeux étaient superbement bons. C'est une personnalité vraiment extrêmement agréable. Vraiment. Voilà. Et je tenais aussi entre guillemets, lui rendre cet hommage parce qu'il nous a quittés. Moi, j'ai appris ça après. Donc, et c'est quelqu'un qui nous a quittés cette année et je pense qu'il m'a apporté beaucoup, quoi. Et donc, j'envoie une belle force, quoi, pour toute la famille. Tu es touchant, Nelzik, parce que tu sais, habituellement, quand on demande d'envoyer des photos, ils nous envoient des photos, mais rarement, tu sais, des photos de personnalités à qui ils ont envie de rendre hommage. Et merci en tout cas. D'accord. Il va me faire pleurer, ce monsieur. Alors, deuxième photo. Alors, ça c'est plus récent, donc c'est durant le festival de Fort-de-France. D'accord, avec, le dernier. Le collectif hip-hop Bokai. Et donc la tenue, c'est une amie à moi, c'est Tish qui l'a réalisée, en tous les cas pour le haut. Et ouais, c'était une belle expérience aussi, hein, de participer au festival de Fort-de-France. Premier festival de Fort-de-France. Voilà, et pour la première fois avec le collectif, quoi, sous cette forme-là, pour moi c'était intéressant. Parle-nous du collectif. Le collectif aujourd'hui, c'est des anciens de Nekippa qui a fait la fête. En fait, on va dire qu'il y a vraiment des précurseurs, quoi, du mouvement hip-hop à la Martinique, mais peut-être plus pour la partie rap, quoi, la partie MCing, puisque le hip-hop, c'est une culture. Le rap, c'est l'une des disciplines du hip-hop. Il y a aussi la danse, il y a aussi le graphe, il y a aussi... À la base, c'est le hip-hop, et puis après, c'est les autres qui se sont greffés dessus, non? Ouais, non, c'est les disciplines. Le hip-hop, en fait, c'est une culture qui regroupe toutes les disciplines. La danse. D'accord, ok, voilà. J'ai compris. Pour moi, c'est, comme je te dis, c'est le Belay des Américains, entre guillemets. Puisque, si tu veux, on retrouve la même structure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dansent, il y a des gens, tu as un tambouillé, pour moi c'est le DJ et le tambouillé, c'est la même chose. Et la voix des les MC, pour moi c'est même belle là. Donc, alors ta question c'était? Je sais plus. Oui, le collectif, explique-moi. Oui, alors le collectif Hip Hop Bokai, donc depuis ça va faire à peu près 3 ans ou 4 ans qu'on s'est rejoint, quoi. C'est-à-dire que chacun avait plus ou moins sa carrière, hein, puisque tu as des gens comme Boogie qui depuis plusieurs années travaillent sur le mélange entre le rap et la culture belay. Tu as des gens comme Rachid, il y en a aussi qui sont en France. C'est combien de personnes le collectif? C'est 13 personnes aujourd'hui, donc il y en a qui sont en France comme Unless, tu as BP, Pearl. Et il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Malheureusement. Malheureusement, hein, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de femmes, il y a peu de femmes MC, quoi, au niveau du rap. Mais dans les projets qui arrivent, on a quand même pas mal d'échanges et de sons qu'on fait avec des femmes aussi. Très bien. Bon, troisième donc là, photo. on est en pleine préparation de notre album. Qui est censé sortir quand? On n'a pas encore vraiment de date limite de ça. C'est déjà financer l'album. Justement, comme on est sur Zouk TV, je fais quand même, je dis merci aussi, parce que quand même c'est une télé qui diffuse Nek Pakamo, les premiers clips qu'on a sortis, parce que nous on fait quasiment tout nous-mêmes. La majorité des clips, c'est l'un des membres qui s'appelle Onega qui réalise les clips, les musiques, les paroles, voilà, nous a fait tout bien. Autonome. Ouais, voilà. On va parler de ça tout à l'heure, l'aspect un peu politique, si tu veux bien. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça, pour bien vivre simplement. Oh, voilà. Oui, troisième photo, oui c'est bien ça, troisième photo. Alors, qu'est-ce que tu nous as envoyé comme photo? Ah oui. Explique-nous là, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Alors, en fait c'est une séance de restitution.
Si tu veux, c'est du travail des archéologues qui ont travaillé sur Ansbélé. Et ça se passait aux Trois-Îlets, à la mairie. Alors, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Parce que ça fait partie d'un des engagements quoi, dans ma vie et dans mon rapport aux ancêtres. On va dire que moi, j'ai été un peu adopté par un comité qui s'appelle le comité Ansbélé. Donc, c'est des citoyens, des habitants, des résidents des Trois-Îlets, Ansdarlé, qui se sont mobilisés parce que, justement, après les fouilles et les recherches, en fait, ils ont découvert un cimetière où il y avait des Africains mis en esclavage, mais après, en fouillant encore, ils ont trouvé encore 2 couches de civilisation, c'est-à-dire de Kalina. Et donc ça remontait. Kalinago, non? Ouais, Kalina ou Taïno. Bon, c'est vrai que les termes, je suis très délicat sur les termes parce que il n'y a pas longtemps, il y a des archéologues qui ont dit que Caraïbes, ça n'existe pas. Que c'est pas le terme qu'il faut dire. Donc je dis Kalina entre guillemets. Donc pourquoi tu dis Kalina? Non, parce que c'est le terme que certains emploient plus. D'accord. Voilà. Nous, c'est Kalinago. Il y a aussi bien à la Dominique qu'en Guyane aussi, c'est ce terme-là qu'ils utilisent. Et donc, ce comité-là se bat pour le retour des ossements par rapport aux recherches et aux fouilles qui ont été faites pour pouvoir donner à ces humains une sépulture digne, quoi, et pour qu'ils ne soient pas dans des cartons, quoi. Elles sont où aujourd'hui, ces sépultures? Les ossements sont dans certains bureaux de la DRAC ou dans des cartons ou dans des sachets, quoi. Donc, et c'est où Lansbélé? Lansbélé, donc c'est sur le territoire des Ansdarlé. Et mais en fait, c'est proche des Trois-Îlets. Donc, tu vas tout dire là. Donc à Lansalane. Ouais, mais c'est sur le territoire. Du côté de Lansalane. Ouais, voilà. Après Lansalane. Ouais, voilà, après Lansalane. Voilà. J'essaie d'aborder un sujet, je ne sais pas trop comment le faire. Bon, pour ceux qui te connaissent, hein, tu as un rapport très particulier avec tes ancêtres, avec... Je sais pas comment présenter ça. Moi, je connais, je comprends, mais comment tu présenterais ça, toi? Très simplement, hein, pour moi, je pense que c'est humain, quoi. C'est-à-dire que toutes les civilisations rendent hommage à leurs ancêtres. C'est-à-dire que nous qui sommes dans une société, on est dans une colonie. Le dominant, le colonisateur, il nomme les rues du nom de ses ancêtres. Donc, pour moi, c'est quelque chose de logique, quoi, de pouvoir rendre hommage à mes ancêtres, ceux qui ont tracé le chemin, ceux qui se sont battus, ceux qui ont résisté face à cette chose ignoble qui est l'esclavage. Donc, pour moi, on est en relation. Et puis, on vit aussi de civilisation où l'hommage aux ancêtres ou la relation qu'on a avec les ancêtres, c'est quelque chose d'important pour pouvoir se centrer. Et je dirais même que c'est pas forcément propre ni à l'Afrique ni aux Amérindiens. Hein. C'est-à-dire que toutes les civilisations, ils rendent hommage à leurs ancêtres. Les Français ont le Panthéon. Donc, ce qui veut dire que ça a un sens. Tu trouves que nous, ça nous manque ici? C'est-à-dire que c'est vrai que comme on a subi la colonisation et on continue à la subir, on nous a tout de suite détachés de cet héritage-là. On nous a tout de suite dit, des mots comme « vieux nègre », ça c'est « vieux nègre », ça c'est « vieux messe », ça c'est « vieux bagaille ». Donc, on a un peu perdu ça. Et la religion a joué un grand rôle, quoi. Et c'est tellement paradoxal parce que finalement, les gens qui sont entre guillemets chrétiens, ils parlent c'est des ancêtres des chrétiens. C'est des gens qui sont passés, qu'ils invoquent ou qu'ils nomment. Donc c'est des gens du passé.
Mais comment est-ce que nous, à notre niveau, parce que finalement, alors j'essaie de bien m'exprimer, finalement, la culture actuelle, c'est la culture la plus accessible, quelque part. Pour celui qui ne cherche pas, je précise. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, comment tu fais pour avoir ces informations-là? Où est-ce que tu vas aller chercher? Comment tu arrives à... bon, je pense que c'est une quête aussi, mais... Oui, c'est une quête. Déjà, la spiritualité, et puis bon, c'est vrai qu'on parle un peu de mon intime, mais parce oui. que je trouve que c'est quelque chose d'intime. Et souvent... Si tu veux, on n'en parle pas. Hein. Non, mais on est là pour parler. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer sur certaines choses. Et il y a des choses, des fois, qu'on aborde, tu vois, de façon détournée, mais ça ne me gêne pas, principalement. Mais je préfère te dire que, pour moi, c'est quelque chose d'intime, de la spiritualité, ses convictions, et chacun doit respecter l'un plus ou moins, quoi. Et c'est vrai que je fais des recherches sur Internet, et puis on est aussi des échanges avec d'autres frères, soit qui viennent du Bénin, parce que j'ai une relation particulière avec le Bénin, le Dahomey, mais aussi d'autres origines, quoi, Congo. On a vraiment tous les outils, quoi, pour pouvoir avoir accès aux informations à Internet. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois du n'importe quoi, mais c'est ça, comment il y a des livres, il y a des gens qui sont formés. Et sur le plan spirituel, comme je te dis, j'ai quand même eu des échanges avec... et puis, je me suis formé auprès de certaines structures comme Madinina Bondouja Congo, où j'ai appris beaucoup de choses sur la culture Congo, la spiritualité et Congo. Et je suis en relation avec des initiés au Bénin, à Cuba, en Haïti aussi. Donc il y a un vrai réseau, quoi. Oui, voilà, il y a des... Parce qu'on est quand même pas mal, quoi, de descendants, quoi, qui ont été arrachés. Donc le savoir, on l'a auprès de nos anciens. S'il faut parler des plantes, moi je pense à Roland Pavilla, c'est des gens qui apportent des choses, quoi. Des gens comme Monchou Hachi aussi, qui apportent une poésie, une connaissance. Donc les choses sont là, quoi, dans les livres, dans les échanges avec les autres. Il faut faire l'effort de les chercher. Oui. Oh, très bien. Prochaine photo. Eh ben ouais, là c'est Dillon alors. Plus comme ça maintenant, aujourd'hui, non? Toujours comme ça. C'est le centre de Dillon, hein, c'est ça. C'est récente? Oui. D'accord. Oui, c'est Cité Dillon. D'accord. Bon, en fait, quand tu passes à Cité Dillon, quand tu es sur l'autoroute, tu vois ils ont fait de belles fresques, en fait. Donc, oui, voilà. Il y a un travail qui est fait. Bon, c'est vrai que la culture a une grande place dans cette cité-là, puisque Aimé Césaire à l'époque, avec Renaud de Grand Maison, ils avaient fait Thiémil. T'as vu ça? Là, c'est le bâtiment où j'habitais. Bâtiment F. Ouais, voilà. Donc. Il est à l'entrée, non? Ouais, moi j'ai habité au rez-de-chaussée. D'accord, en plus, ouais. Donc tu voyais tout le monde, ouais. Donc on jouait au football en face et puis on cassait les jalousies de ma maman. donc, comme je te disais, Dillon, c'est vraiment un lieu culturel, parce que, aussi bien au niveau des cultures urbaines, le mouvement Rastafari, il a vraiment, je ne vais pas dire qu'il a pris naissance, mais il était vraiment fort, quoi, à l'époque à Dillon. J'avais une maison, justement. Je veux dire que c'est mon premier Rasta avec qui j'ai eu une relation. Tu vois, c'est mon oncle, quoi. J'ai un oncle qui avait les dreadlocks, où c'est lui que j'ai vu aussi en tant qu'artisan commencer à faire des trucs, des objets en papier mâché. Donc, tu vois, c'est des images. Et une grande partie des breakers pour le mouvement hip-hop, je parle de Panthère, je pense aux frères Calcar, tous ces gens-là, ils se retrouvaient à Dillon. Et tu vois, donc, Dillon et le Belay, justement, avec Thiémil, il ne faut pas oublier ça. Dillon. Voilà, c'est Dillon. Très bien.
Merci. Et c'est pour ça que nous faisons un morceau et quand il a dit long, c'est en nation. Je te sens plus à l'aise en créole, mais je dis toujours, moi, je ne pourrais pas te suivre en créole. Non, mais pas de problème. D'accord. Mon cas parler comme moi, mon peut passer du français et puis parler langue martinique là. Mais c'est Tristan, je vais m'y mettre. Je m'y mets au fur et à mesure. Faut pas se moquer de moi, hein, mais je m'y mets au fur et à mesure. On est à la 5e photo. On y arrive. Hein. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Hein. Eh ben, tu vois, je te parlais de la nature. Et donc, j'ai pas d'appareil, mais j'ai un téléphone. Donc, des fois, parce que par contre, c'est l'une des passions que j'ai, même si j'ai jamais eu d'appareil photo, mais la photo, prendre des photos, chercher la lumière, c'est des choses qui me passionnent. Celle-là, en tout cas, elle est belle. Je trouve qu'elle exprime quelque chose, quoi. Ouais. Tu as le noir et blanc, tu as l'espèce, je sais pas ce qu'il y a derrière, tu as l'impression qu'il pleut. Un bateau de pêche. À côté des bateaux de... Donc c'est à Lansalane. Ouais. Ouais. Super. Et donc il y a des canards qui c'est un canard? Ouais, c'est un canard. Super. Merci Manuela. On poursuit. Ah. Ah. Donc là, oui. Ben, tu vois, en fait, quand je vois, les photos ont été choisies très symboliquement, parce que donc, je te parlais du collectif, là on voit quelques membres, donc on voit Rachid avec les lunettes, et puis 16 du côté, alors pour moi c'est du côté gauche en fait sur la photo. C'est celui qui a le truc rouge ou l'autre? Ouais, le truc rouge. D'accord. Et puis à côté, entre Rachid et moi, il y a Sydney. Au fond là-bas avec le petit sourire. Non, derrière il y a Anton qu'on voit avec le petit sourire, c'est notre DJ. Mais devant il y a Sydney. D'accord. Pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Parce que tous, en fait, on a regardé l'émission HIP, HOP. Qui était diffusée sur RFO ou FR3 à l'époque. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça qu'on a commencé par la danse hip-hop. Et, donc, HIP, HOP. Donc oui, voilà. Et c'est Sydney qui était l'animateur de cette émission. Et nous, on a eu la chance de le rencontrer pour le festival Car Hip-Hop, organisé par MD Compagnie. Ça se passait au Carbet. Et... un moment, on chantait, bon, il était présentateur, mais un moment, il est venu sur scène pendant qu'on chantait. Donc, j'ai tenu à mettre cette photo-là parce que, tu sais, dans les belles choses qui arrivent dans la vie, pour moi, je trouve que c'est important, quoi, de se dire on regarde, on peut être fanatique, quoi, de quelqu'un ou bien suivre un animateur. Et puis, on ne sait pas quel jour on va le rencontrer et quel jour on va travailler avec lui. Donc tu vois. Et elle date de quand cette photo? C'est cette année, c'est en 2022. Alors le mois, je ne vais pas pouvoir te dire, mais c'était avant mai. En tous les cas, on a avril, ouais, je crois que c'est mars-avril, et le festival Car Hip-Hop au Carbet. Donc voilà, c'est cette année. Très bien, monsieur. On poursuit, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, voilà. Ça, c'est une partie que je voulais qu'on aborde. Oui. Comment t'expliquer? Généralement le matin, ce que je ne dois pas faire, d'accord, je prends mon portable et je t'avoue que j'émerge à peine et là je vois que le bonhomme est déjà en ligne en train de faire des directs et toi tu as la télé, tu as la radio en train de danser, de machin et tout. J'avoue que ça me dynamise pas possible. Raconte-nous ton histoire avec la télé. La radio. La radio à Pâle, c'est là où je travaille actuellement. Depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans. 10 ans, t'imagines? 10 ans, et là encore, tu vois, on parle de parcours de vie. À l'époque, c'était une radio que j'écoutais beaucoup le dimanche avec Robert Saé, où il y avait des analyses politiques sur ce qui se faisait. Et moi, c'est une radio vraiment que j'écoutais beaucoup et je ne m'imaginais pas qu'un jour j'allais travailler dans cette radio-là. Et c'est suite à une formation qu'on a fait avec le Greta et RCI. Cette formation-là, voilà quoi, m'a ouvert la porte pour Quelle trouver. Formation Comment ça s'appelle? C'est une formation d'animateur polyvalent.
Donc certains sont devenus journalistes. En quelle année? Donc ça s'est fait ça va faire 10 ans, puisque quasiment à l'issue de ma formation, on m'a embauché à Radio Apal, puisque bon, mon cas maîtriser l'anglais ni tout ça, quoi. Et puis il y avait une partie du passé que j'ai avec cette radio-là que j'ignorais moi-même, puisque j'ai une de mes tantes qui a fait partie du mouvement ACP en nullité, et donc ça a quand même pour moi un sens, quoi, parce que c'est une radio qui défend des valeurs, et des valeurs déjà de la langue, de la culture, de l'éducation, et puis de la valorisation de notre patrimoine et de notre histoire, parce qu'on a beaucoup d'émissions thématiques. Et en fait, je me sens dans mon élément, quoi. Il n'y a pas mieux, quoi. Bon, alors, tu passes de... quel est le genre musical essentiellement en fait, on va dire musique des peuples. C'est vraiment... Et puis musique traditionnelle. C'est-à-dire que tu vas retrouver de la musique cubaine, la musique vénézuéla, des fois de la musique corse. En fait, on va vraiment... chercher. C'est toi qui fais ta plage, Non. En fait, comme je te dis, la radio, c'est vraiment quelque chose de solide, quoi. Une organisation solide que moi j'ai trouvé. Donc je vais dire que je bénéficie de cet héritage-là, du travail rigoureux, et pour donner cette ligne-là, quoi. Maintenant j'arrive, je veux dire, la radio a quand même une quarantaine d'années aujourd'hui, donc... Par contre, ce que tu as oublié de dire, c'est que c'est essentiellement qu'en créole, quoi. Toutes les missions, oui, en tout cas, toi... Et pourquoi Pucci ou pas dit c'est fossé à Yoga fait? Mais non, mais je ne dis pas ça dans ce sens où il ne faut pas. Je dis ça dans ce sens où, justement, c'est un atout supplémentaire aussi. Ah, d'accord, oui. Quand même, c'est un atout supplémentaire. Regardez, c'est un atout supplémentaire. Et tu commences à quelle heure le matin? En fait, le matin, on va dire 6h moins le quart, je suis là. D'accord. On balance. Et jusqu'à quelle heure? C'est Cacodou, donc c'est jusqu'à 10h. D'accord. Voilà. Je suis à l'antenne jusqu'à 10h, et puis après, je prends d'autres fonctions, soit dans la programmation, soit dans les interviews, et puis préparation d'autres émissions. Tu bosses, quoi. C'est la vie, nous, là. J'aime ça, en plus. Ouais, j'aime beaucoup. Des fois, on est un peu fatigué, mais c'est quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup ça, quoi. Bon. Est-ce que tu sais qu'on a quasiment terminé l'émission ? Ah ouais. Mais... T'as vu comment ça passe vite? 45 minutes, on a à peine abordé. Je pensais pas. Ben oui, tu vois, ça passe hyper vite, et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je sais pas, je suis presque perdu mes mots. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à toutes, parce que quand on écoute un peu ton parcours, finalement on a l'impression que tout est cohérent, tout est logique, tu sais, tout s'aligne, tout s'est aligné finalement. C'est mon avis. Et à toutes les personnes qui nous regardent et qui, je sais pas, n'ont pas forcément, ou bien désespèrent, ou comme tu disais, tu vois quelque chose qui a 5 ans, et puis là tu te retrouves dans une radio alors que tu t'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Je vais peut-être un peu plagier Emeline Michel, faut rêvez-vous. C'est-à-dire que quand on a des rêves, il faut toujours croire et poursuivre, quoi. Ne jamais abandonner. C'est-à-dire que même si, je vais prendre un exemple extrême, hein, peut-être comme Compaï Segundo, c'est des gens qui ont connu le succès, quoi, sur l'âge de leur retraite, entre guillemets. Donc, tôt ou tard, ça arrive. Mais tout, c'est une histoire d'orientation, d'être focalisé, quoi. C'est comme si on a un arc, et puis qu'on a une cible, il faut bien se concentrer pour atteindre l'objectif, quoi, et diriger ses pensées vers l'objectif qu'on a. Je ne sais pas si tu vas me répondre, mais quels sont tes rêves, toi, aujourd'hui? Why? En fait, c'est-à-dire que j'essaie de matérialiser mes rêves, quoi. Celui que je chéris particulièrement, c'est celui de pouvoir aller au Dahomey. Donc ça c'est l'objectif. Donc c'est en route. Et donc et puis les rêves, on les fait pas forcément tout seul, quoi.
Donc c'est aussi pour ma famille de les voir prospérer et puis mes amis aussi, quoi. Parce que j'ai pas forcément de rêve dans une espèce de... Pour moi, mon rêve, il est collectif, quoi. Je le partage pour que ceux qui sont autour de moi, qui puissent réussir, quoi. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir mes amis, les gens que je connais, réussir, réaliser leurs projets. J'ai une question avant la dernière question. Ça t'a jamais tenté de faire un petit peu de politique? Mais tout est politique. Tu as très bien compris ma question. Arrête. Je T'as très bien compris ma question. Pour moi, je fais de la politique en quelque part. Dans ce que je dis, dans ce que je prononce, je travaille dans une radio qui a un engagement politique. Donc, tu as très bien compris ma question. Non, pas dans ce système-là. Pas comme ça. Pas comme ça. Ouais. Donc tu as compris. Ouais. Ok. Alors juste avant de terminer, en tout cas c'est toujours l'émission, la dernière question, qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Ça paraît un peu utopique, mais qu'est-ce que tu fais toi pour bien vivre simplement? Pour bien vivre simplement, je prends mon temps. Parce que on est toujours dans un speed où les gens qui prennent leur temps, ou des fois ils sont peut-être jugés d'une manière, mais des fois, moi, je pense que pour bien vivre, il faut prendre son temps, réfléchir, ne pas forcément... C'est vrai qu'il y a des moments où il faut être réactif, mais il y a des moments où il faut prendre son temps pour écouter et puis capter les messages. Très bien. Tu as autre chose à rajouter? Merci. Merci à toi. J'avoue que c'était une émission un peu... En fait, elles sont toutes particulières. J'ai senti beaucoup d'émotions. Merci d'avoir, en tout cas, parlé de beaucoup de choses intimes. Oui. Et ouais, ça fait mal, hein. Ouais, il a fermé les yeux, J'étais quoi. un peu sur le divan, là. Ouais, mais c'est ça l'objectif. Tu vois qu'on oublie la caméra. Oui. On dit des choses, mais bon, t'as rien dit de... Non, tu étais Nelzy, quoi. Ouais. Alors, juste une petite confidence, je l'ai dit quand même. Quand j'ai invité Nelzy m'a dit, qu'est-ce que tu invites? Qu'est-ce que tu invites? J'ai invité qui finalement aujourd'hui? Qu'est-ce qui était là alors? Ouais, tu as dit Nelzy, ouais, c'est ça, c'est moi. C'est toi. Bon. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment en plus, je perds mes mots. J'espère que tout se passe bien chez vous et j'espère que vous prenez soin de vous. C'est surtout, je crois que la chose la plus importante, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt.